Bonjour Lise, Bonjour Nicolas. merci d'avoir accepté cette interview ensemble. Donc, pour ceux qui nous écoutent et dont c'est la première fois qu'ils voient ce type de vidéo, moi, l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des entrepreneurs pour mieux comprendre un peu déjà ce qu'ils font, pourquoi ils l'ont fait, comment ils grandissent, comment ils développent leur activité pour donner de la matière à ceux qui seraient plutôt en position de je démarre une activité ou je veux grandir dans mon activité. L'idée, c'est un peu d'avoir du système de partage de connaissances, partage de compétences et de le faire en mode interview. Les premières vidéos que vous pourrez voir, c'est souvent les personnes qui sont dans le coworking de Rouedad à Fougères, parce que j'ai la chance d'avoir une communauté d'environ 16 à 17 personnes au moment où on fait la vidéo avec Lise. Et donc, du coup, c'est un terreau assez intéressant, parce que ce ne sont, allez, dans la majorité, à 60, même 80% des entrepreneurs qui sont à plus d'1 an ou 2 ans d'activité. Donc, c'est intéressant de voir comment ils ont passé ces étapes importantes de la première année et de la deuxième année. Donc, aujourd'hui, je reçois Lise dans ce format d'interview. Lise, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter à nous? Qui je suis? Tiens, c'est intéressant. Par où commencer en fait? Écoutez, je suis une femme de 43 ans. Je suis chef d'entreprise depuis 3 ans. Je viens de la région d'Île-de-France. Je me suis installée en Bretagne il y a 1 an. Je suis mère de famille et je suis venue chercher et j'ai bien trouvé un équilibre vie pro, vie perso assez sympa. Ok. C'est quoi ton métier du coup? Qu'est-ce que Je tu suis fais? coach de transition professionnelle et je propose mes services en ligne. Ok. C'est quoi le métier de coach en transition professionnelle? Oui, je travaille avec des particuliers qui ont envie de changement professionnel. Ils sont la plupart du temps dans une situation professionnelle qui ne leur convient plus. Donc moi, j'ai 20 ans d'expérience RH, donc j'utilise le droit du travail pour les aider à sortir de cette situation qui ne leur convient plus dans les meilleures dispositions possibles, euh, tout en construisant le projet professionnel à venir. Ok. Là, au moment où on tourne la vidéo, on est du coup en post-crise sanitaire du Covid. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que ton activité liée à la transition professionnelle, il y a eu une augmentation des demandes ou des besoins ou t'as des personnes que tu suivais déjà qui se sont senties en besoin d'accélérer pour changer plus rapidement? Est-ce que tu as senti ce phénomène-là? Oui, j'ai senti, oui, qu'il y a eu plus de personnes en questionnement professionnel. C'est-à-dire que le confinement et les rapports avec l'employeur autour de ces questions de confinement, d'organisation du travail, potentiellement de télétravail ou pas, d'obligation d'aller travailler quand même, etc., ça a suscité beaucoup de questions chez les travailleurs qui remettent en question leur choix professionnel. Est-ce que ça me convient toujours, le poste que j'occupe, le métier que j'occupe ou l'entreprise dans laquelle je travaille ou l'organisation du travail que j'ai en ce moment. Ok. Oui, Et du coup, on parle souvent dans ces moments de changement de j'ai envie de changer, mais finalement, je mets en place tout un tas de mécanismes pour surtout rester dans ma situation actuelle. Est-ce que tu vois que les gens sont passés d'une envie de changer à je ne mets rien en place à plutôt j'ai un besoin maintenant de changer et là, ça devient vital de bouger, de sortir, de faire autre chose. Est-ce que tu as vu ce changement de c'est ça. curseur ouais. Oui, oui, ce que j'ai constaté, c'est que le coup de fil au coach, ou on va l'appeler familièrement le coup de fil à un ami, c'est-à-dire à quelqu'un en tout cas qui va apporter une aide pour aider à passer à l'action, ça a eu lieu plus souvent durant le confinement. Oui, Ok. ça continue d'avoir lieu. Vraiment, il y a eu un avant et un après concernant les questionnements professionnels, mais profonds. C'est-à-dire, oui, pour répondre à ta question, au point de passer à l'action. Ok. Intéressant. Par rapport à ce qu'on se disait, enfin, peut-être que dans ceux qui nous écoutent, il y a des coachs, des consultants, et on sait que en tant que coach, il y a énormément de coachs sur le marché et que du coup, c'est compliqué de se différencier.
Et je trouve que c'est intéressant ton positionnement en termes de différenciation de le faire en ligne. Parce que de ce que j'ai compris, tu le fais très peu enfin, en face à face physique, on va dire, mais plutôt tout à distance. Est-ce que pour toi, c'est un élément de différenciation que tu as pensé dès le début ou c'est venu naturellement parce que tes clients le demandaient et finalement c'est devenu un axe de différenciation? J'aimerais te dire que c'était une stratégie d'entreprise, mais même pas. C'était pas une stratégie d'entreprise initialement. C'était vraiment, en fait, moi, je me suis formée au coaching. Pendant cette formation, j'ai pratiqué. Pour pouvoir pratiquer plus facilement, il était plus pratique pour moi de travailler à distance avec ces nouveaux bénéficiaires que je découvrais. Et j'ai découvert à ce moment-là que ça marchait super bien, que c'était super pratique, que ça évitait aux gens de se déplacer, à moi de me déplacer, et que justement, lorsqu'une personne est déjà dans une situation professionnelle compliquée et qu'elle a déjà du mal à dégager du temps pour quoi que ce soit, eh bien faciliter cette rencontre en supprimant tout temps de déplacement, j'ai réalisé quel bénéfice ça avait. Donc j'ai adopté la solution pour ces raisons-là. Ok. Peut-être que dans… Enfin, je vais me faire la personne… je suis adepte de la distance. Mais on va dire que je ne suis pas adepte de la distance. Et je me dis que, est-ce que tu ne passes pas à côté de certaines choses qu'on vit en présentiel par la connexion? Est-ce que est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'embête dans la relation à distance? Ou est-ce que tes coachés te renvoient ça? C'est quelque chose que j'appréhendais beaucoup. Parce que moi, je viens du monde des ressources humaines. Donc, le contact humain, l'échange humain, la vraie relation humaine, si on veut l'appeler vraie relation humaine, j'y crois et j'en ai besoin. Et je sais qu'elle est très riche. Elle est très, très riche. Donc, j'appréhendais beaucoup et je me disais, je n'aurai jamais le même rapport, la même relation, la même collaboration avec mes clients. Une belle idée reçue. Ça, c'était avant de tester. Quand j'ai testé, j'ai adopté. Vous savez, moi, je suis aussi formée et donc sensible à beaucoup d'outils d'écoute et d'observation globale. Inutile de rentrer dans les détails. Et vraiment, j'ai vu que j'avais accès à énormément d'informations qui me permettent vraiment d'accompagner la personne qualitativement. Et pour aller au bout, très honnêtement, moi, j'oublie. Là, par exemple, avec toi, Nicolas, moi, j'oublie qu'on n'est pas dans la même pièce. Et je pense que mon client l'oublie véritablement aussi. Ok. Ça, c'est hyper intéressant parce que on va venir après à toutes ces questions-là, mais quand on est dans des métiers comme ça de conseil ou de service, il arrive à un moment donné où on a envie de se diversifier, d'aller voir autre chose, etc. Et je trouve que le digital, parce que finalement, la distance, c'est grâce aux outils du digital qu'on peut le faire, est une source qu'on n'ose pas trop dans nos métiers où on se dit que c'est du rapport humain-humain. Par exemple, moi, je fais de l'accompagnement professionnel de santé sur la gestion des émotions. Et je me suis dit, faire des temps à distance sur les émotions, c'est hyper compliqué. La personne, on voit qu'il y a un truc qui se passe et on ne peut pas réagir ou agir ou questionner comme on l'aurait fait en présentiel. Comme tu le dis, c'était une belle idée reçue parce que, encore une fois, pendant le confinement lié au Covid, j'ai continué à le faire et mes rendez-vous présentiels, je les ai mis en distanciel et il n'y a eu aucun effet négatif pour mon client. Et donc, du coup, au final, ça pousse à se dire, si, c'est possible. Cet entretien-là, Tu l'as vérifié aussi. ouais, c'est Ouais. ça. Cet entretien, on le fait à distance alors qu'on ne vit pas très loin finalement. Mais ça a le confort de se dire, on est chacun chez soi. Moi, j'ai pu emmener mes enfants à l'école ce matin sans me stresser en disant, oh là là, à 10 heures, je rencontre Lise, il faut que je me dépêche, etc. J'étais tranquille, j'ai pu faire d'autres travails avant. Donc, finalement, ça m'a simplifié ma journée. J'aimerais savoir, du coup, donc, tu as fait 20 ans de RH. Pourquoi au-delà de peut-être des situations avec ton employeur, mais qu'est-ce qui t'a profondément donné l'envie d'entreprendre? Pourquoi tu n'es pas devenu coach dans une franchise ou dans un groupe de formation? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être à ton compte finalement? Je pense avec le recul que je devais mûrir ça depuis quelques années, euh, sans savoir, sans mettre de mots dessus. Mûrir ça, mûrir cette évolution vers quelque chose, vers travailler autrement, on va l'appeler comme ça, vers travailler autrement.
Les ressources humaines, ça me plaisait et ça me plaît toujours autant. Donc, c'est pas, je n'ai pas quitté le métier. J'ai quitté une façon de travailler et je suis allée vers plus de qualité au travail. Ce que j'ai quitté, je pense, c'est un cahier des charges qui ne m'appartient pas, celui de l'entreprise pour laquelle on travaille. Ça, ce ne sont pas mes choix. On a beau être où on veut, à différents endroits dans les hiérarchies. Hein. Au-dessus, il y a un cahier des charges, celui de l'entreprise. Et ça fait qu'on ne travaille pas avec toute la liberté qu'on voudrait et ce ne sont pas toujours nos choix. Et j'ai réalisé qu'enlever cette casquette, en plus moi je représentais l'employeur, hein, c'était mon rôle d'avoir la casquette employeur en tant que responsable RH, enlever cette casquette-là et aller travailler toujours en accompagnant des salariés, des managers, des dirigeants, mais avec ma casquette et seule en tant que décisionnaire, ça m'a permis de faire du travail de meilleure qualité et en respectant 100% mon éthique professionnelle. C'est intéressant ça. Dans le métier des RH, de ce que tu dis. Serait quoi les qualités pour entreprendre? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité ou en tous les cas, parce que les compétences, on peut toujours les acquérir au fur et à mesure, mais en fait, pourquoi je pose cette question-là? Parce qu'il y a certains entrepreneurs que je vois au démarrage et qui ont une vision idéale de l'entrepreneuriat. De se dire, je vais avoir plein de temps pour moi, je vais organiser mes journées comme je veux et du coup, les clients vont venir en automatique à moi et ça va être génial. Ou d'autres qui plaquent un modèle salariat à un modèle entrepreneurial, de se dire, du coup, moi, j'ai besoin de gagner un salaire de temps. Donc, du coup, je fais juste ce qu'il faut en termes d'activité. Je travaille de 9h à 17h dans la journée et puis j'y pense pas en dehors du temps. Enfin, et je leur amène quand même à comprendre qu'il y a au moins quelques qualités, quelques traits de caractère d'un entrepreneur. Est-ce que toi, tu en verrais deux, trois importantes à avoir, traits de caractère en fait, pour être entrepreneur? Je crois que je n'ai pas des traits de caractère qui me viennent à l'esprit comme ça et je ne suis pas sûre de raisonner en termes de traits de caractère, mais plus, il me semble qu'il y a un prérequis, une bonne base qui ferait partie des bonnes fondations du futur entrepreneur, c'est de se questionner sur le sens, le pourquoi il va vers l'entrepreneuriat, de bien comprendre la raison pour laquelle il souhaite s'engager sur l'entrepreneuriat. Je dirais que ça fait partie des fondations essentielles. Ça paraît pas grand-chose dit vite fait comme ça. Ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Se questionner sur le sens, se questionner et obtenir la réponse Oui, sur le pourquoi. Ouais. et même, du coup, moi, dans les entrepreneurs que j'accompagne, moi, je les vois souvent quand même à 1 an ou 2 ans d'activité. Et pour ceux qui n'arrivent pas forcément encore à se dégager de salaire ou autre, c'est majoritairement eux que j'accompagne. Cette question de sens, quand on leur demande pourquoi tu le fais, bon, parce que j'étais doué et que j'aime bien ça. Alors, oui. Et encore, c'est quoi le sens que tu donnes? Effectivement, je ne l'aurais pas mis dans les prérequis, mais finalement, c'est un très bon prérequis. Ouais. Merci, Lise. Parce que non, mais je trouve en tous les cas dans ce que je peux lire ou dans les personnes que je peux rencontrer, on a tendance à y mettre de la technique. Il faut que tu sois bon là-dedans, il faut que tu sois bon là-dedans, etc. Mais tout ça, je pense que ça s'acquiert. Enfin, pour vous donner mon exemple très personnel, moi, les chiffres, j'aime pas ça. J'ai jamais été chiffre, etc. Entrepreneur, il faut quand même suivre un peu sa trésorerie, son prix, etc. Finalement, je me suis formé pendant mon année et demie d'existence. Je me suis formé et aujourd'hui, même si ce n'est pas l'activité principale que j'aime, en tous les cas, ça fait partie de mon activité et j'ai développé une compétence là-dessus. Mais effectivement, le sens, c'est aussi c'est très intéressant parce que c'est ce qui nous ramène quand on est moins motivé, quand on a des bas ou quand on a des hauts, de se souvenir pourquoi on le fait. Ouais, intéressant. Ça se rapporte autant au choix d'entrepreneuriat qu'au choix de métier, d'activité que l'on va faire. La question du sens. Ouais. Alors, comme on parle d'entrepreneuriat, j'avais deux questions
à te poser et les deux sont un peu liés. Donc, on va commencer par celle qui m'intéresse, moi, c'est quoi réussir dans, dans la vie ou c'est quoi réussir dans l'entrepreneuriat? Voilà. Pour toi, c'est quoi réussir? Je réfléchis parce que c'est une vraie question. Pour moi, réussir, ça ressemble à une sensation de me sentir plutôt sereine et équilibrée entre le pro, qui m'apporte énormément de satisfaction, donc il pèse dans la balance, le pro, je l'ai réalisé, et le perso, qui est bien chargé aussi. euh, ce sentiment de négliger, de ne pas négliger ma famille, avec une culpabilité un petit peu pourrie qu'il peut y avoir autour parfois, certains d'entre nous, et le pro, vraiment. Donc oui, pour résumer, je parlerai de réussir, c'est de me sentir équilibrée, satisfaite sur ces deux plans-là. Ok, intéressant. Parce que c'est vrai que c'est une question que je pose souvent moi, aux entrepreneurs. Souvent, on met la barre très haute dans la réussite et du coup, on se dit qu'on ne réussit pas parce que finalement, la barre, elle est tellement loin qu'on n'arrive jamais à l'atteindre. Et que dans ce que tu dis, finalement, tu peux réussir très vite en tant qu'entrepreneur. Dans ta définition là que tu as proposée, d'avoir cet équilibre-là, finalement, au bout d'une semaine ou deux, tu peux retrouver, enfin, on va dire un mois ou deux, retrouver un équilibre, vie pro, vie perso, et que ça fonctionne bien. Et donc, du coup, de se satisfaire de cette réussite-là, même si derrière, on peut se dire qu'il faut que ça soit pérenne, etc. On peut se remettre de nouveaux objectifs ou des nouvelles choses, mais de ramener la réussite à quelque chose d'atteignable et pas toujours se dire c'est qu'un idéal et que je ne vais jamais réussir. Je trouve ça très intéressant ce côté-là de… En fait, c'est simple dans ce que tu proposes, la réussite. C'est Même si c'est un simple travail de et tous les jours. voilà, ça ne veut pas dire que c'est facilement atteignable. Ça va dépendre des moments et ça va dépendre des personnes. Un objectif à X euros, hein, la réussite pour une autre personne qui définirait sa réussite comme atteindre un objectif de chiffre d'affaires de tant d'euros, pourrait être plus facile ou plus difficile, mais pourrait être aussi plus facile. Ouais. Hein, il n'y a vraiment pas de comparaison. Il n'y en a pas un plus facile qu'un autre et il n'y en a pas un plus valable qu'un autre non plus. C'est pour ça que c'est super intéressant ce que tu demandes là, parce que c'est vraiment une question à poser et à se faire poser à chaque entrepreneur, sa réussite à lui. Et souvent, voilà, l'inviter à sortir des clichés qu'on lui ancre dans la tête sur ce que serait la réussite. Ouais. Bon, là, dans la période où on tourne la vidéo sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo virale où on voit un entrepreneur qui est en costume avec une coupe de champagne auprès d'un véhicule d'une grande marque et qui dit si toi aussi tu veux faire de l'argent rapidement, viens avec moi. Bah, il y a peut-être une part d'entrepreneurs qui nous écoutent où c'est leur idéal. Et c'est très bien. C'est aussi important de regarder parfois d'autres choses dans sa vie et encore une fois de le relier au sens, puisque la réussite est quand même l'atteinte du sens aussi de ce qu'on vise dans notre vie. C'est très intéressant. Il me semble, j'ai envie de préciser, en tout cas pour moi, oui. Oui, bien sûr. Ça va dépendre. Et puis les autres vidéos, les réponses seront tout autres en fonction de chacun en fait. C'est ça qui est riche. Et donc, ce qui va avec, parce que quand on démarre son activité, on y va avec un projet, un produit, un service, quelque chose qu'on a envie de faire. Comment on arrive à grandir en fait dans son activité? Comment on arrive à se développer au niveau des affaires et puis se développer soi aussi? Enfin, comment on arrive à grandir dans son activité? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place dans ton activité pour grandir dans tes activités? Oui, il a fallu que je me connaisse bien pour comprendre déjà ce dont j'avais besoin pour grandir, et j'ai envie d'utiliser le mot évoluer, me développer. Et ce dont j'ai besoin, je l'ai compris. Et la stratégie, c'est de s'en servir le plus possible. Ce dont j'ai besoin, moi, pour me développer en tant qu'entrepreneur, c'est des relations avec d'autres entrepreneurs. On pourrait l'appeler co-développement.
C'est ça ma stratégie à moi. Parce que j'ai compris que je fonctionnais comme ça. Encore une fois, c'est la mienne. C'est la mienne. C'est important de comprendre qu'est-ce qui permettrait à un autre entrepreneur pour lui de se développer. Parce qu'on n'a pas tous, on ne fonctionne pas tous de la même façon. Mais malgré tout, voilà, à chaque fois que je discute avec des entrepreneurs et justement qu'on est dans l'échange et qu'on est dans la construction et qu'on s'inspire les uns des autres, et bien c'est vrai que c'est la suggestion que je fais souvent. Ne reste pas seul, prenons rendez-vous, voyons-nous régulièrement, on fait le point, on échange, on construit ensemble et on s'entraide. Je trouve que ça, c'est une ressource vraiment très riche et il me semble facile à trouver, peu coûteuse ou pas coûteuse, Ouais. parce que tout le monde y trouve son intérêt. Tout le monde y trouve son intérêt parce que ces entrepreneurs-là qui vont se co-développer avec moi, ça les intéresse aussi d'utiliser cette ressource-là pour se développer eux-mêmes. Donc, tout le monde est gagnant. Tout à fait. Ça, c'est vrai que ça fait partie d'un des piliers aussi de la capacité à se mettre en réseau en tant qu'entrepreneur. Hein. Surtout, surtout, je trouve principalement pour les entrepreneurs individuels qui débutent. Si je me retrouve tout seul, isolé, je vais avoir plein de questions, plein de doutes, etc. Alors que si je me mets dans un réseau X ou Y ou que je me connecte, comme tu disais, Lise, je me connecte avec, avec d'autres entrepreneurs, ça va m'aider. Alors, la dernière question, Lise, que je voulais te poser pour conclure cet échange, c'est quel conseil tu pourrais donner à une personne soit qui débute, soit qui se pose des questions sur qu'est-ce qu'il fait là finalement dans l'entrepreneuriat. Un conseil à donner en fait. Oui, j'en ai deux auxquels je crois vraiment. Donc, je le dis avec beaucoup de conviction. Un, ne restez pas seul. Vraiment, ne restez pas seul. Deux, je vais le dire vulgairement, arrêtez d'écouter toutes les conneries qu'on vous raconte. Sur le top 10 des indispensables pour devenir un entrepreneur à succès. Voilà. Ce sont peut-être de bons conseils, mais ce ne sont pas forcément de bons conseils pour tout le monde, valables pour tout le monde, en toutes circonstances. Donc, si on se met cette pression d'avoir cette épée au-dessus de la tête là, voilà, on peut avoir un sentiment d'échec important, on peut être dans la frustration, on peut baisser les bras, que sais-je. Moi, je découvre qu'il y a des phases. À chacun sa phase, à chacun là où il en est. Et tout ça, c'est acceptable. Moi, j'ai entendu qu'il fallait se développer en 2 ans. Voilà. C'est le truc qui traînait. Il fallait se développer en 2 ans. Ben non, ça peut être moins, ça peut être plus. Ce n'est pas nécessairement 2 ans. Donc, on balaye ça, on dégage ça. On balaye ça. Et voilà, chaque personne est unique, chaque entrepreneur va se développer à sa façon. Il faut s'enlever un petit peu de pression pour mieux se développer, vraiment. Ouais, je pense que c'est deux très beaux conseils que tu donnes. Et puis moi, j'aurais parié sur un conseil que tu aurais partagé, puisque tu l'as dit à plusieurs reprises pendant l'échange. Et je le trouve aussi très intéressant. Et enfin, tu l'as un petit peu dit là sur le deuxième, mais c'est se connaître soi. Et vraiment savoir qui on est. Pas au-delà de comment je me présente dans les réseaux, puisque j'ai fait l'exercice là avec un groupe que j'accompagne, qui vous êtes, et je suis un tel, je travaille là et je propose ça. Non. C'est de se questionner sur mes besoins, comme tu le disais, sur mes valeurs, sur ma vision entrepreneuriale, sur ma vision de vie. Et c'est se questionner là-dessus pour moi le qui on est. Et ça permet de, comme tu le disais là à l'instant, et ben, d'aller chercher les bons conseils qui marchent pour moi. Puisque moi, par exemple, je ne fonctionne pas à devenir millionnaire. Donc, tous ceux qui me proposent 10 conseils pour devenir millionnaire en 2 ans, bah, moi, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que mon voisin, ça va l'intéresser. Mais moi, je ne vais pas être sensible à ça. Donc voilà, en fait, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup se questionner sur soi en tant qu'entrepreneur. Et je dirais encore plus pour les entrepreneurs individuels,
puisqu'on a souvent tendance à faire une petite erreur au démarrage, de confondre qui je suis et ce que je vends et de dire je me vends. Non, on ne se vend jamais. Et donc, du coup, de bien se connaître. Pourquoi j'aurais besoin de me vendre? Qu'est-ce que ça vient nourrir en moi? Et de voir comment je peux le nourrir autrement. Et du coup, de me détacher, de vendre des prestations, des services, que sais-je encore. Merci à toi, Lise, pour le temps que tu m'as accordé ce matin. Merci. J'ai trouvé ça très intéressant. Et même si ça fait presque maintenant 1 an qu'on se connaît, j'en ai redécouvert sur ta vision entrepreneuriale. On n'avait pas forcément échangé dans ce sens-là. Donc, ouais, vraiment très intéressant. Merci pour ce partage. Et puis on se retrouve très bientôt du coup à l'espace de coworking. Ah oui. Et puis pour d'autres échanges peut-être à un autre moment en ligne, etc.